Bon, je crois que je mérite de me faire agresser. Déjà, j'ai dit suffisamment de choses avec lesquelles vous n'êtes pas obligé d'être complètement d'accord pour que peut-être on échange maintenant quelques idées et que j'entende le son de votre voix. Dans tous les cas, je vous remercie infiniment de votre patience et puis je remercie ceux qui nous ont suivis là, que je salue et je leur dis à bientôt si cette vidéo a bien fonctionné. Au revoir. Ça y est, on est entre nous. On va passer aux questions-réponses. Est-ce qu'on a un micro qui peut se balader? Non? On prend celui-là? Bon. Bonjour. Ça va? Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci pour l'exposé. Juste s'il y a moyen de nous donner une idée de l'image islamiste ou islamiste ailleurs dans le monde, en France, comme l'Allemagne, la Suède et au niveau international. Je réponds sans micro ou on prend plusieurs questions? Alors, si je vous ai bien compris, quelle est l'attitude dans d'autres pays européens vis-à-vis de ce phénomène? Alors, je vais nous donner un privilège. Nous sommes les pires. Nous sommes les pires en France. C'est en France que la fracture est la plus totale. Et je vais vous dire pourquoi très très simplement. À Londres, vous pouvez avoir un maire issu d'une minorité culturelle ou de l'islam. Au Canada, vous pouvez avoir un ministre de la Défense. Il n'est pas musulman. Ne faites pas confondre. Mais enfin, un mec qui a un turban, une barbe, carrément bizarre, quoi. Hein, bon, vous en savez quelque chose. Pourquoi... Pardon? Pourquoi chez nous, madame, vous avez des problèmes avec votre chapeau alors que vous en auriez beaucoup moins aux États-Unis ou en Grande-Bretagne? Pourquoi on a fait une crise du voile? C'est très important de le savoir. Il y a deux facteurs, un qui est un peu rationnel, l'autre qui ne l'est pas. Mais le facteur qui est rationnel, pourquoi madame Badinter ne peut pas admettre qu'une femme qui porte le voile fasse un bout de chemin dans le domaine de la défense des intérêts de la femme? Quand je dis défense des intérêts de la femme, accroissement de son espace d'autonomie dans la cellule familiale et accès à l'espace public. Pourquoi Mme Badinter ne veut pas comprendre? Je personnalise absolument pas. Et de toute façon, on est entre nous. Ah non, on a encore la vidéo. C'est l'itinéraire. Je ne connais pas cette technologie, ce truc-là qui s'est déclenché, c'est terrifiant. Ma vidéo est en train de me défiler sous les yeux, je ne sais pas pourquoi. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Dans l'itinéraire révolutionnaire français, pour sortir de l'absolutisme, il fallait casser l'Église. Il fallait casser la religion. Parce que la religion était un instrument aux mains de la monarchie. L'Église était un instrument aux mains de la monarchie absolue. Était une des facettes de la monarchie absolue. Et donc, il fallait faire table rase de religieux. Une femme musulmane sur le chemin de son émancipation n'a pas forcément, elle peut avoir, à se débarrasser du versant machiste de sa culture héritée quand celui-ci est en interaction avec la religion. Mais c'est beaucoup moins structurel que dans la situation historique française. Le statut de la référence religieuse chez une femme musulmane, suivez-moi bien, c'est compliqué. Une femme musulmane, elle est femme, donc membre d'un segment de la société dominé. On est d'accord, comme une femme non musulmane. Mais elle est aussi membre d'un groupe qui est lui-même dominé dans l'environnement occidental. Or, si je vous dis, le groupe dominé se sert à des fins identitaires de la référence religieuse comme arme pour maintenir à distance la poussée hégémonique de l'environnement occidental, vous allez voir que, tiens, la femme musulmane peut vouloir se servir des référents
l'identifiant à la culture dominée auquel elle appartient en tant que musulmane. Et donc on voit bien que c'est beaucoup plus complexe. La femme musulmane n'a pas nécessairement à se débarrasser de son appartenance religieuse pour avancer sur le terrain de l'émancipation. Et ça, les féministes laïques ou laïcardes françaises ne veulent pas le comprendre. Elles pensent que leur historicité d'accès à la modernité est le seul. On a le monopole. Soit vous le faites à la française, soit vous ne le faites pas. Soit vous vous débarrassez d'abord du religieux, à ce moment-là, allez, on fera un bout de chemin ensemble, soit vous continuez à vouloir entretenir une relation ambivalente avec votre appartenance religieuse, vous n'êtes pas des nôtres. Hein, c'est une des versions de vous n'êtes pas des nôtres. Vous ne voulez pas, parce que la version initiale que j'aime beaucoup, c'est peut-il être des nôtres, celui qui ne veut pas boire son verre comme nous autres, hein? Vous connaissez la chanson, il est des nôtres, il a bu son verre comme les autres. Eh bien là, c'est peut-elle être des nôtres, celle qui ne veut pas se débarrasser de son appartenance religieuse comme nous autres, hein? Donc ça, c'est une des spécificités françaises. Les anglo-saxons n'ont pas le même problème avec la présence du religieux dans l'espace public. Des fois, je suis très méchant avec les Français. Je dis, savez-vous pourquoi c'est Londres qui a eu les Jeux Olympiques et pas Paris, à l'époque où c'était en compétition? Vous regardiez les publicités pour les Jeux Olympiques à Londres et vous voyez la société britannique telle qu'elle était. Et dans la société britannique, il y avait nécessairement des femmes avec des voiles. Et dans le paysage de la mobilisation française, vous aviez Camembert et Kill de Rouge. Et il était hors de question qu'il y ait le moindre clin d'œil à la diversité. Et c'est un des syndromes de notre incapacité à mobiliser le tissu national quand on veut. Bon, je voyais encore là tout à l'heure le CCIF disant la boutique H&M, une cliente s'est mise à hurler parce qu'il y avait une vendeuse qui avait le voile. Et dans toute la communication, je l'ai dit à TV5 et tout, je dis arrêtez TV5, vous essayez d'être une télé globale. Et il y avait toute une série de jingles. Il n'y avait pas un jingle où apparaissait une femme avec un voile. Il y a un problème. Alors que c'était mondial. C'était pas la France. Donc ça c'est très français. Les anglo-saxons se sont trouvés un jour devant la question, est-ce que moi qui ai un turban, je ne veux pas être méchant, mais plus beau que le vôtre, hein, le turban sikh, c'est vraiment le truc, et une énorme barbe, est-ce que je peux devenir policier de Sa Majesté? Les Anglais, oui. Ils ont répondu oui. Nous aurions répondu non. Pourquoi? Parce qu'on confond le matériau culturel tiré de nos historicités respectives qui rend légitime une norme avec le contenu de la norme. On veut qu'il y ait une assimilation totale du matériau symbolique qui rend les choses légitimes. Ça ne peut pas faire. Donc ça, c'est très français. Donc c'est chez nous que le pire est en train de se passer en matière de relations au phénomène islamiste. Alors, bon, je discutais avec un collègue danois hier, ils sont pas mal non plus, hein. Mais bon, c'est un petit pays, on s'en fout et tout. Et les Danois, vous pouvez trouver quand même des manifestations de rejet viscéral, hystérique, je ne sais plus ce qu'il m'a cité comme anecdote, mais enfin c'est assez terrifiant, hein. En Europe du Nord, on fait quand même. Mais disons, structurellement, si on se compare, nous, et puis bien sûr, il y a l'importance de notre passé colonial, qui est notre vraie matrice, notre imaginaire. Un musulman, c'est un monsieur sur lequel nous étions en situation d'hégémonie politique, militaire, économique et culturelle dans notre imaginaire historique. En tout cas, les gens qui ont mon âge. Donc c'est plus particulièrement douloureux. Pourquoi j'aime bien le Yémen? Parce qu'au Yémen, il n'y a pas de matrice coloniale. Nous n'avons pas été au Yémen. Nous n'avons embêté personne. Et on voit très très bien dans les sociétés où il n'y a pas eu de phénomène colonial, comme la relation culturelle, politique est très très différente. Donc voilà, nous sommes les pires. Après, je dirais que les États-Unis ont une spécificité, enfin non, je n'ose plus le dire parce que ça a perdu complètement son sens. Avant, je disais, les Américains sont moins rétifs à la présence du religieux dans l'espace public, mais la mainmise du lobby israélien est plus totale
Et je suis en train de dire une connerie. On les a rattrapés. Je disais, la mainmise du lobby sioniste sur l'administration américaine est apparue beaucoup plus forte à une époque où il y avait Chirac, où il y avait De Gaulle. Mais maintenant, vous avez vu cette surenchère de notre président au cours des 24 heures écoulées. Donc je disais, les Américains sont moins marqués par le syndrome colonial, mais beaucoup plus par la lecture tournée vers la menace que feraient peser les islamistes sur Israël. Mais tout cela, c'est fusionné, hein, et donc nous sommes un petit peu à égalité sur ce terrain-là. Je resterai quand même constant en disant que c'est moins grave chez les anglo-saxons que chez les Français actuellement. Je ne suis pas le président de séance, moi je dois Oui, après votre expérience en Algérie et en Égypte, deux pays qui, par un processus démocratique, ont donné la voie au mouvement islamiste, quel est l'avenir pour ces deux pays? On le voit que dans les deux cas, en fait, pour le cas algérien, il y a eu une fin du processus électoral et du processus démocratique, puis en Égypte, le Sisi, effectivement, qui a pris le pouvoir par un putsch. Donc quel est l'avenir de l'islamisme politique, par exemple, dans ces deux pays? Alors, je vais vous répondre, mais chaque fois que je prononce le mot islamiste, ça me gêne, parce que j'ai l'impression que je me coupe de toute façon d'une partie de l'auditoire. Donc, c'est pas quel est l'avenir de l'islam politique, c'est y a-t-il un avenir pour des élections démocratiques où les populations choisiraient ceux qu'ils veulent. Et puis après, je m'en fous qu'ils choisissent. Si demain ils me disent le Parti communiste a fait un comeback faramineux, je prends acte. Donc il ne s'agit pas de dire je soutiens un courant politique. Non, je soutiens l'idée que les mieux placés pour choisir le courant politique qui doit présider au fonctionnement du pays, c'est les électeurs du pays. Hein. Bon, ben, l'Égypte et l'Algérie sont actuellement les deux plus magnifiques modèles d'impasse politique totale. Parce qu'on est arrivé à un verrouillage total du champ politique. Bon, vous avez vu les 10 exécutions par pendaison avant-hier en Égypte. Vous voyez à quel degré de déliquescence politique est arrivé l'Algérie avec le 5e mandat. Entre parenthèses, il n'y a rien de bien nouveau dans le 5e mandat. Moi, j'étais en Algérie de 73 à 80 et j'ai donc assisté au départ de Boumedienne et à l'arrivée de Chadli. Et la date historique de 78 en Algérie, c'est quoi? C'est pour la première fois la déconnexion du système institutionnel avec le pouvoir. Chadli, c'est qui? Chadli, c'est personne. Chadli, c'est le type qui a attesté du fait que les généraux n'avaient pas pu se mettre d'accord. Boumedienne était au pouvoir. Chadli ne sera plus au pouvoir. Et l'Algérie va traverser toute cette période. Alors, Bouteflika était au pouvoir jusqu'à un certain point. Disons que l'équilibre des forces s'est recomposé et que la façade institutionnelle disposait d'une partie du pouvoir politique. Mais c'est quand même l'incapacité du système à produire un successeur à Bouteflika qui, une fois de plus, se manifeste et fait qu'on va garder le cadre à la place du président. Donc nous avons en Algérie, je dirais, l'Algérie c'est l'Égypte 15 ans après. Parce que les Arabes entre eux, vous savez qu'ils sont corréleurs, ces gens-là, se battent souvent pour savoir qui est-ce qui a fait le premier printemps arabe. Hein, alors les Tunisiens, c'est nous, c'est nous. Les Algériens à côté, très légitimement, peuvent dire non, c'est nous, mais ils n'ont pas gagné. Attendez, il y a une troisième mot. Mais les Algériens peuvent dire c'est nous. Il y a eu exactement le même processus. Un processus démocratique va faire émerger une majorité politique alternative, et bon, elle n'est pas arrivée au pouvoir. On n'a pas laissé faire le Morsi pendant 15 jours. Mais il est mis fin à l'expérience par un putsch militaire soutenu par l'environnement occidental. Eh bien, on voit le résultat. On voit quand même le résultat. Hein, on voit presque 20 ans après où en est le pays qui a été totalement atrophié du fait du dysfonctionnement de ses institutions politiques. Parce que le cancer de l'Algérie, c'est un cancer du politique. Il n'y a pas eu qu'en Algérie. Mais je veux dire, moi j'ai beaucoup travaillé sur la Libye. La Libye, c'est encore plus frappant, la Libye de Kadhafi. La Libye, un immense territoire, même pas encombré par une démographie encombrante, baigné de ressources hydrocarbures massives. Et c'est devenu l'enfer. Où était le problème?
Le problème était dans la tête politique, c'était dans la machine à redistribuer, à construire la logistique humaine de ses richesses naturelles. Et bien l'Algérie, son problème, alors elle a des contraintes, elle a une démographie galopante, elle a le prix du pétrole qui baisse, etc., etc. Mais son problème est politique. Il a un nom, c'est la corruption. Les tuyaux de l'action publique ne sont plus étanches. Vous pouvez y verser tant de fric que vous voulez au sommet, il n'y a rien qui arrive au sol. C'est tout parti dans les tuyaux. Ça a été capté par un système parasitaire qui va le placer aux quatre coins de la planète. Donc je pense que quand on nous dit les islamistes portaient atteinte à la démocratie, je dis, il est où le repoussoir démocratique? Il est où le repoussoir démocratique? Quelle est cette démocratie dans le monde arabe qui a été mise en danger par l'arrivée des islamistes au pouvoir? Donc, encore une fois, il faut se dessaisir du mot islamiste, c'est est-ce que les dictatures au pouvoir vont être en situation de céder? C'est quand même un petit peu le cas en Tunisie. C'est loin d'être parfait, je suis sûr. Vous avez tous des exemples à me dire sur les dysfonctionnements du système politique tunisien. Mais quand même, et j'aime bien prendre un exemple. On me dit pourquoi il y a Daesh? Je dis, il y a Daesh, il y a l'extrémisme en proportion des dysfonctionnements des institutions politiques. La violence politique extrême n'a de place qu'en proportion des dysfonctionnements des institutions de la représentation politique. À Mossoul en 2014, quand les extrémistes sont arrivés, les gens ils ont regardé et disent ouais, c'est quand même pas tout à fait notre style, hein. Ils sont, bon nous on est barbus, mais ils sont un petit peu plus, c'est pas tout à fait notre conception, mais si on regarde le gouvernement de Bagdad, c'est pire. Il est tenu par des chiites, soutenu par les Iraniens, on est ostracisé, donc ils vont tomber dans les bras des radicaux. Les radicaux n'existent, nom de territoire, que ceux de l'échec des États centraux. En Tunisie, en 2015, venant de Libye, Daesh est arrivé à Ben Derdan, salut, on vient vous libérer. Réaction de la population, aucune symbiose. Daesh n'a pas été reçu en libérateur en Tunisie. Et pourtant, le sud tunisien, c'est pas l'idéal, il y a des disparités économiques, etc., etc. Mais le système politique n'était pas arrivé à un niveau de dysfonctionnement tel que les gens s'identifient aux extrêmes. La montée aux extrêmes se fait lorsque les transactions nécessaires au centre ne parviennent pas à se faire. Et ça, c'est assez important. Eh bien, ce qui se passe en Algérie, et alors en Algérie, regardez l'actualité de très près. À qui on s'en prend maintenant? Qui est-ce qu'on a enfermé dans sa baraque? Et qui est-ce qui fait peur? Ali Belhaj. Tiens, oh, on est revenu à la case départ. On a à nouveau les ingrédients d'une montée aux extrêmes. Hein? Et donc, c'est bien de comparer ces deux pays. Ah oui, alors j'ai pas dit, qui c'est les troisièmes qui disent non, c'est nous les champions du printemps? Est-ce que quelqu'un a une idée? Qui peut se prévaloir d'une expérience qui, à certains égards, peut s'appeler le tout premier des printemps arabes? C'est les Syriens. C'est les Syriens avec le soulèvement, pas seulement de Hama, mais de toute la région de Hama, autour d'un lexique qui était le lexique de la culture populaire dominante. On va dire, pour faire simple, c'était les islamistes. Et qui a été réprimé comment? Excusez du peu, hein, plusieurs dizaines de milliers de morts. À la différence, c'est que là, l'environnement international n'a absolument pas bougé. Hein. Les milliers de morts. Ah, je vais vous donner un petit scoop là. D'ici quelques semaines, vous allez entendre parler d'un épisode dont on a peu parlé en France, mais qui est très très intéressant. C'est la répression du soulèvement de la Mecque en 1979. Vous vous souvenez? Vous avez quelque chose? Non? Non? Un mec, un groupe radical qui prend la Mecque, qui l'occupe, et les Saoudiens font venir les Français, le GIGN. Bon. Et ben voilà, il y a des documents qui sont en train de sortir, qui vont être publiés un de ces jours, et ils font apparaître une réalité absolument terrifiante. Il n'y a pas eu 100 morts, il y a eu 10 000 morts. Il y a eu 10 000 morts. C'est-à-dire qu'ils ont gazé tout le soubassement, l'immense soubassement, multiplié cette salle par 100, après ils l'ont inondé, et après ils ont mis des câbles à haute tension. Mais bien sûr,
c'est la coopération sécuritaire franco-saoudienne. Vous verrez, cette histoire est en train de ressortir. Donc il y a eu ces violences exceptionnelles qui sont complètement passées sous silence. Eh bien, si vous maintenez le couvercle sur la cocotte minute, si vous ne laissez pas le processus de renouvellement des élites s'opérer, quel que soit le lexique qu'emploient ceux qui arrivent derrière, eh bien, effectivement, nous sommes partis pour le pire. Et l'Algérie, pour l'instant, est dans une crise terrible, et l'Égypte est de facto déjà dans une crise terrible. Voilà, et maintenant c'est la récré. Non? Oui, donc j'ai du mal à vous suivre parce que c'est très dense. Mais je réagis un petit peu avec mes tripes. Donc vous avez fait tout un... Éloignez un petit peu. Oui, vous avez fait tout... comment dire, démontrer le combat contre l'islamisme. Hein. Là-dessus, je suis entièrement d'accord. Mais ce que je recherche, un petit peu, c'est qu'est-ce que c'est que l'islamisme? C'est quoi? Parce que je me souviens d'une conférence de Lacouture qu'il avait fait à l'université méditerranéenne d'été, et tout le monde attendait, son sujet c'était les religions sont-elles facteurs de libération ou de contrainte? Enfin, je sais comment, c'est peut-être pas les mots employés, enfin voilà, comment je traduis. Et il a dit que les religions, à chaque fois que c'était des peuples qui étaient oppressés, elles servaient à libérer, mais que quand le peuple majoritaire, elle servait à oppresser. Voilà. Et donc, c'est intéressant je comprends très bien que l'islamisme dans les pays, pour les minorités, c'est un facteur de... Mais dans les pays où c'est majoritaire, là, je ne sais pas. Votre question m'intéresse à plusieurs points, parce que Jean Lacouture, et je le cite dans le bouquin, j'ai discuté avec lui au Caire en, je pense, 1992. Et il me connaissait en tant que moi, j'avais écrit des bouquins sur les islamistes, et il m'a dit cette phrase absolument merveilleuse. Jean Lacouture, c'est quelqu'un qui a, on va dire, accompagné la génération du nationaliste arabe laïque. Il a été pote avec le FLN, les Nassériens et tout. Il m'a dit, Burga, j'ai fait un long chemin jusqu'à Nasser. Ne me demandez pas d'aller plus loin. Ne me demandez pas d'entrer en empathie avec la génération politique qui est en train de casser mes héros. Je suis allé et j'ai un professeur de sciences politiques en Algérie, un Français, qui en plus était pied noir, ça complique les choses, qui m'avait dit exactement la même chose. Regarde, moi je suis allé jusqu'au FLN. Ne me demandez pas d'aller plus loin. Ne me demandez pas d'entrer en empathie avec ceux qui critiquent mon adversaire chéri, mon partenaire, mon alter ego nationaliste. Donc ça c'est une remarque préliminaire. Lacouture n'a jamais écrit une ligne qui soit en empathie intellectuelle avec le mouvement des frères musulmans. Ça bloquait, d'accord? Maintenant, ce qu'il a dit, je le reprends très volontiers. Le lexique religieux peut être un lexique d'émancipation ou d'oppression. On est tout à fait d'accord. On est tout à fait d'accord. Et c'est pour ça que quand je suis devant un auditoire de majorité à majorité de culture chrétienne, et que je veux essayer de faire comprendre que celui qui parle d'un point de vue de sa religion a un spectre de possibilités d'action très divers, je me transporte dans la religion catholique. Je dis, si moi, ce soir, je décidais, tiens, c'est arrangé, je vais redevenir chrétien. Je l'ai été, j'ai une éducation religieuse, mais j'ai un peu oublié. Si je dis, from now on, je vais être chrétien, comme mon saint patron, François d'Assise, un peu sur le tard, il a fait plein de conneries dans toute sa vie, pouf, sur le tard, il revient à la religion. Qu'est-ce que ça va vouloir dire de devenir chrétien en politique? Immédiatement, je vois devant moi une infinité de modèles possibles. Je vois saint François d'Assise et je vais devenir genre soufi, je vais parler aux oiseaux et apprécier la musique.
mais je peux devenir un juge des tribunaux de l'Inquisition, mais je peux devenir un mormon américain, mais je peux devenir un démocrate chrétien, mais je peux devenir un adepte de la théologie de la libération, mais je peux devenir un moine contemplateur, mais je peux devenir un moine guerrier. J'ai tout. Eh bien, et ça plaît pas aux musulmans quand je le dis. L'islam m'offre aussi une infinité de modes d'appropriation de ma référence religieuse. L'islam m'offre une infinité de modes d'appropriation de ma référence religieuse. Ça va aller de Abu Bakr al-Baghdadi au-delà de Rachid Ranoussi. Parce que quand on emploie cette image, elle n'est pas complète. En Égypte, il y a des salafis, des barbus qui sont alliés à Sisi. Ce qui atteste de la diversité des expressions politiques, puisqu'ils sont en guerre au nom de l'islam contre les frères musulmans. Donc, qu'est-ce que c'est l'islamisme? Ne cherchez pas, parce que vous ne trouverez jamais. L'islamisme, c'est un moment de l'histoire des populations de cette région où les attributs symboliques de l'appartenance religieuse, parce qu'ils sont perçus comme non occidentaux, homemade, voilà la magie de la mobilisation islamiste, c'est de se servir d'un carburant qui est fabriqué sur place, de cesser de dépendre des catégories de la culture importée ou imposée. Mais qu'est-ce qu'ils vont en faire? Qu'est-ce que va être l'islamisme? Je n'en sais rien, mais vous non plus. Je n'en sais rien, mais vous non plus. C'est ça qui est le problème. Il y a des tas de gens qui pensent qu'ils savent. Ils sont musulmans, donc je peux vous expliquer comment ils fonctionnent. Non, vous ne pouvez pas expliquer comment ils fonctionnent parce qu'ils sont musulmans. Et essayez de vous appliquer le même phénomène. Quand vous avez vécu à l'étranger et qu'on vous dit « Ah, t'es français, toi? Ouais, les français, je sais comment ça fonctionne le français, hein, c'est comme ça. » Ah non, vous dites « Non, excuse-moi, en France, il y a des gros, des petits, Eh bien, t'es chrétien? Ah, donc et les musulmans sont capables de faire de l'essentialisme à l'égard des chrétiens. Tout à fait, ça existe, d'accord? On ne sait pas, l'islamisme est un lexique et pas une grammaire. C'est-à-dire que quelqu'un qui parle musulman peut devenir méchant, sectaire, intolérant, et peut devenir quelqu'un d'absolument merveilleux. De quoi ça va dépendre? Du Coran? Non. Je suis désolé. Il faudrait supprimer une sourate, il y en a une en trop. C'est pour ça que, et ça aussi, ça choque certains de mes amis musulmans, réformer l'islam, pour moi, ce n'est pas une problématique. Et je sais que c'est important pour certains musulmans de dire « Nous voulons, depuis l'intérieur de l'islam, combattre les appropriations sectaires de notre religion qui sont faites par les franges extrémistes. » Mais moi, je dis, il ne faut pas combattre les idéologies radicales. Il faut comprendre ce qui les rend attractives. Il faut combattre ce qui rend attractives les idéologies radicales. Quand un jeune arrive sur le marché des modes d'appropriation de sa religion en politique, il trouve le rayon djihadiste, il trouve le rayon réformiste, il trouve le rayon soufi. Pourquoi il va au rayon djihadiste? Est-ce que c'est de la faute du Coran? Bien sûr que non. C'est de la faute des dysfonctionnements de l'environnement politique qui lui font éprouver un sentiment de stigmatisation et de marginalisation contre lequel il va vouloir se mobiliser, et il va chercher un lexique qui lui permet de l'exprimer et de le légitimer. Voilà la déradicalisation, ce que ça doit être. Pas condamner, parce que l'attitude France Culture, je fais venir un gentil musulman, tous les matins, il me dit « C'est pas ça l'islam, le vrai islam, ça sert à faire pousser des fleurs. » Ah bon, très bien. Hein, et ça a fait avancer le schmilblick? Non. Ce qui compte, c'est de comprendre pourquoi les expressions radicales de nos appartenances respectives, moi je pourrais être un terroriste savoyardiste si les gens de la Haute-Savoie, pour lesquels j'ai un mépris profond, on est en concurrence, viennent me martyriser et disent du mal du Beaufort au nom de Laurent Blochon. Vous pouvez me transformer en un individu sectaire. Si les mécanismes de la société font de vous un individu qui ne se sent plus, je vais résumer ça en une phrase, la plus belle de toutes, j'oublie jamais de la citer. C'est celle qu'a dit Aimé Césaire.
Aimé Césaire dans les années 60 lorsqu'il se heurtait à, vous imaginez à peu près, vous connaissez la couleur de la peau d'Aimé Césaire, n'est-ce pas? Bon, c'est un Antillais. Et comme Frantz Fanon, il se heurtait aux exceptionnelles capacités d'accueil de la citoyenneté française. Alors il a dit, écoutez les mecs, si vous ne me laissez pas devenir un citoyen à part entière, il y a des chances que je cherche à devenir un citoyen entièrement à part. Voilà, tout est dit. Qu'est-ce que c'est l'islamisme? Ça dépend. Quels musulmans aurons-nous en Europe? Nous aurons les musulmans que nous nous donnerons. Ça fait 20 ans devant le Parlement européen. On m'a dit quels musulmans nous allons avoir en Europe? Nous aurons les musulmans que nous nous donnerons. Si on fait de la place sur la chaise à côté de nous, qu'on amène un verre et qu'on respecte l'autre et que bien ça se passera bien. J'ai pas la moindre crainte. Au contraire, nous serons plus forts. Mais si nous laissons fonctionner ces mécanismes de repli que nous voyons malheureusement à l'œuvre aujourd'hui, parce que pendant que je vous raconte mes bêtises devant 40 personnes, il y a 50 personnes qui disent le contraire devant des centaines de milliers de personnes. C'est pour ça que je ne suis pas très optimiste. Je suis content qu'il y ait eu Facebook, mais enfin, je ne pense pas que vous m'ayez vu souvent sur la première chaîne, et sur la deuxième, et sur la troisième, et sur Canal, et sur la 5, et sur... Il y a quelques petites exceptions, mais ce discours-là, même s'il est construit, même s'il est légitime, même s'il ne demande pas l'hégémonie, même s'il se contenterait d'un petit débat, non, il n'a pas le droit d'exister. Il existe dans l'univers associatif, il existe dans Politis, dans Témoignage chrétien, dans le monde diplomatique. Et je ne dis pas que j'ai raison, je dis que ce que je dis doit au moins faire partie de l'alchimie de notre compréhension du phénomène qui nous inquiète. Donc voilà, l'islamisme, ne le cherchez pas, la réforme de l'autre, c'est très bien, mais notre réforme à nous, dans notre capacité à historiciser les raisons pour lesquelles c'est un petit peu difficile maintenant, la période que nous vivons, c'est encore plus important. Merci infiniment de votre attention. C'est fini, Je dirais rien là. C'est très bien. Merci beaucoup. Merci. Moi j'ai bien compris la manière. Oui, vous ne voulez pas répéter les mêmes choses, l'auto-analyse. Je ne sais pas